Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Télésud. Soyez bienvenus. Vendredi 16 mars, à la une de cette édition, la condamnation de Thomas Lubanga par les juges de la Cour pénale internationale est une victoire pour l'humanité, a déclaré hier le procureur Luis Moreno Ocampo lors d'une conférence de presse à La Haye. À cette occasion, il a demandé au président congolais Joseph Kabila de livrer à la CPI le général Bosco Ntaganda, soupçonné de complicité dans les crimes commis par Thomas Lubanga en 2002 dans le district de l'Ituri en province orientale. Le Mali est confronté depuis le 17 janvier à des attaques de rebelles Touaregs contre plusieurs localités et cibles de l'armée dans le nord du pays. 195 000, c'est le nombre chaque jour plus important de déplacés et de réfugiés à l'heure actuelle selon les Nations Unies. Les déplacés vivent dans des conditions extrêmement précaires. L'accès aux déplacés, aux blessés et aux détenus est la première priorité pour les organisations humanitaires, mais des hommes armés empêchent les ONG de travailler. Ouverture des portes du 32e Salon du Livre de Paris au public aujourd'hui au Parc des Expositions de la Porte de Versailles jusqu'au 19 mars. Au salon littéraire le plus réputé du monde, le Congo affirme sa présence de belle manière par le stand très remarqué, livres et auteurs du bassin du Congo. Devenu en 3 ans l'un des stands phares du bassin du Congo, sera un carrefour littéraire d'échanges et de débats pendant 4 jours. Dans notre précédente édition, nous vous avions annoncé que lors d'une conférence de presse à La Haye, Luis Moreno Ocampo, le procureur de la CPI, avait requis une peine maximale contre l'ancien chef milicien congolais Thomas Lubanga, reconnu coupable pour crime de guerre ce mercredi par la CPI. Luis Moreno Ocampo veut aussi obtenir l'arrestation de son co-accusé dans la guerre civile en Ituri, Bosco Ntaganda. Précision, Moïse Munkoro. La peine maximale contre l'ancien chef milicien Thomas Lubanga. C'est ce que réclament les procureurs de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo. Si on devait demander 1 an de prison pour chaque enfant enrôlé par M. Thomas Lubanga, nous devrions aller au-delà du maximum de 30 ans établi par la loi. La déclaration de M. Ocampo intervient après le jugement rendu le mercredi dernier par la Cour pénale internationale sur Thomas Lubanga. L'ancien chef de la milice Union des patriotes congolais a été reconnu coupable pour crime de guerre. Il est accusé d'avoir enrôlé des enfants soldats entre 2002 et 2003 pendant la guerre civile en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Le procureur de la CPI a également indiqué hier qu'il souhaitait l'arrestation du co-accusé de Thomas Lubanga, Bosco Ntaganda, aujourd'hui général dans l'armée congolaise. Ce dernier fait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI depuis 2006. Après avoir examiné tous les faits, nous avons trouvé suffisamment de preuves pour poursuivre Bosco Ntaganda pour crime de guerre et pour viol. Et nous allons le faire. Comme vous le savez, il était à l'époque le numéro 3 de la milice de Thomas Lubanga. Le procureur souhaite se rendre très prochainement à Kinshasa pour rencontrer le président Joseph Kabila afin d'obtenir l'arrestation de Bosco. Pour plusieurs observateurs, l'arrestation de Bosco permettrait de colmater une faille du procès Lubanga. Beaucoup reprochent au procureur Luis Moreno Ocampo de s'être contenté de poursuites pour enrôlement d'enfants alors que la milice de Thomas Lubanga et de Bosco a aussi causé de nombreux massacres en Ituri. Dans l'actualité également au Maroc, une adolescente âgée de 16 ans a préféré mettre fin à ses jours en avalant de la mort au rat au lieu de rester mariée à l'homme qui l'avait violée. Cette jeune fille s'appelait Amina Al-Filali. Le violeur avait épousé sa victime pour échapper à plusieurs années de prison. À savoir que le viol est puni si la victime est mineure, à moins qu'il ne se marie. La loi considère la mineure violée comme une criminelle, bien qu'elle soit la victime de la violence. Ce suicide a semé les mois et les appels à la réforme, voire l'abrogation d'une loi qui fait du viol un simple délit, se sont multipliés. Le gouvernement marocain a même consacré sa réunion hebdomadaire à l'examen de ce drame humain et sociétal. 300 personnes ont organisé hier un sit-in à l'appel de la Ligue démocratique pour les droits de la femme devant le tribunal de l'Arrache où le jugement qui avait confirmé le mariage de l'adolescente avait été prononcé. Un autre sit-in est prévu samedi devant le siège du Parlement à Rabat.
OCHA, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, a estimé hier que plus de 195 000 personnes ont fui les combats qui opposent des rebelles Touaregs à des militaires maliens depuis la mi-janvier dans le nord du Mali. Les déplacés trouvent refuge essentiellement dans les camps en Mauritanie. Un reportage d'Apan Nouakchott, récit Leila Bliblaï. Depuis le début du conflit dans le Nord Mali, plus de 7000 familles ont traversé la frontière mauritano-malienne et se trouvent entre Fassala et Bassiknou, à 60 km en territoire mauritanien. Ce sont les premiers camps où arrivent les réfugiés. Le HCR est présent sur les lieux et distribue des vivres, des tentes et leur prodigue les premiers soins aux personnes malades ou affaiblies par le trajet. Les réfugiés arrivent par tous les moyens, soit à pied, soit en charrette. Ils arrivent dans un camp de fortune qu'ils ont eux-mêmes installé. Et c'est à partir de là que le HCR intervient pour les opérations de secours. On est à 32 727 réfugiés. On a commencé à déménagement puisqu'on les a installés vers un site, le site de Mbera, qui actuellement a déjà reçu plus de 7000 réfugiés. Dans le désert du Sahara, l'eau est un élément essentiel pour la survie des populations. Pour cette raison, le HCR a tout de suite installé un système de distribution d'eau à l'aide des citernes et un approvisionnement des vivres pour redonner des forces aux réfugiés qui ont fui les combats entre le MNLA et les forces de sécurité maliennes. Les vivres que nous avons achetés, c'est pour donner pour une période de 10 jours. Donc pendant les 10 jours, en attendant que le PAM n'arrive, il faut sauver des vies humaines. Et c'est pourquoi nous avons commencé aujourd'hui la distribution ici au camp de Bassiknou. La rébellion au Nord Mali a repris en janvier de cette année, par des attaques de rebelles Touaregs contre plusieurs localités et cibles de l'armée. Le Bénin, à présent, la commune de Zanianado, dans le centre du pays, n'est pas à l'abri des préjugés et autres pesanteurs sociologiques qui hantent l'existence de la femme. Plusieurs acteurs se sont réunis pour réfléchir et proposer des solutions qui pourraient améliorer les conditions de la femme, notamment la femme rurale. Massimien Benou. À Zanianado, dans le centre du Bénin, des réflexions sont orientées vers des initiatives concrètes pour améliorer les conditions de vie de la femme, notamment celle rurale. Nous devons pencher également notre méditation sur la vulgarisation de la loi portant prévention et répression des violences basées sur le genre et surtout les violences faites aux femmes et aux filles. L'URC-CHS Bénin, structure partenaire qui intervient depuis bientôt 15 ans dans divers projets aux côtés du ministère de la Santé avec le financement de l'USAID, s'inscrit également dans la même dynamique. Nous pensons que notre travail doit amener à l'autonomisation économique, à l'autonomisation au point de vue de prise de décision, à l'autonomie dans la participation et dans le leadership. Zanianado, plateau d'Agoline dans le département du Zou, n'est hélas pas à l'abri des préjugés et autres pesanteurs sociologiques qui hantent le quotidien des femmes. L'élu communal en a pris acte et s'engage à s'inspirer des réflexions issues des différents forats. Ces actions, nous en sommes sûrs, permettront d'améliorer le statut de la femme dans nos familles respectives et globalement dans la commune de Zanianado. Les stands d'exposition animés à la faveur de cette journée ont permis aux femmes de Zanianado de toucher du doigt les progrès de la science médicale en matière de santé de la reproduction. Elles ne se sont pas fait prier pour aller à la recherche des conseils et autres informations pouvant les aider à jouir pleinement de leur santé. Dans le cadre de la reconstruction et du développement de la Côte d'Ivoire, une délégation de femmes leaders conduite par Mariam Fetegué Koulibaly sillonne la commune de Marcouri pour faire des dons dans des services publics pillés pendant la crise armée en Côte d'Ivoire. Dons de matériel médical, d'ordinateurs et de fournitures de bureaux. Reportage Mathias Zakam. Dans le vaste programme de relance économique et de développement initié par le président de la République, la commune de Marcouri, située dans le district d'Abidjan, a bénéficié d'un important lot de matériel. La remise de ces dons s'est faite ce jour en présence des différentes autorités de la commune de Marcouri.
L'initiatrice de ce projet, Madame Mariam Fetegue Coulibaly, fille de la commune de Marcory, qui ne pouvait rester insensible au piège qu'a connu Marcory pendant la crise armée en Côte d'Ivoire. Les problèmes de Marcory sont des problèmes. Au-delà même de ce que nous cherchons, c'est-à-dire être à la tête de la commune de Marcory, les problèmes de Marcory sont nos problèmes. Voilà pourquoi nous sommes venus, tous les membres de ma délégation, vous remettre de façon solennelle ce que vous avez demandé. Ce matériel composé en majeure partie de tables bancs pour les écoles primaires de la commune, de matériel médical, des ordinateurs et de matériel de bureau que se sont partagés services publics et parapublics de Marcory. Madame le maire nous a déjà offert 100 tables bancs. Elle a déjà fait dans un autre domaine de la santé, du matériel médical pour encore la commune de Marcory. Elle a fait encore pour l'éducation nationale, pour l'amicale des directeurs et conseillers pédagogiques de Marcory. Elle a été la marraine de la cérémonie de lancement. C'est une série d'actions que compte mener Madame Mariam Fetegue Coulibaly et son équipe à travers la commune de Marcory pour apporter à la population qui a trop souffert des affres de la crise post-électorale. Et nous clôturons ce journal avec l'ouverture aujourd'hui du Salon du Livre de Paris. Durant 4 jours, la littérature contemporaine africaine investit la 32e édition de ce salon. Pour la 3e année consécutive, la littérature des pays du bassin du Congo et du continent africain est en bonne place au Salon du Livre de Paris. Notre journaliste nous fait la visite de ce salon où s'exprime la richesse des littératures francophones. Christina Okello. Ils sont le chouchou de la littérature africaine. Fatou Keïta de Côte d'Ivoire ou encore Assia Djebar d'Algérie. Choyés en Afrique, ils ont souvent du mal à percer sur les scènes francophones méconnues par les éditeurs français. C'est pour contourner ces problèmes de visibilité que de nombreux auteurs africains se sont rendus au Salon du Livre de Paris. Objectif, de découvrir au grand public leurs œuvres, mais surtout entrer en contact avec les professionnels du secteur. Nos livres sont très mal distribués, surtout s'ils sont édités par des éditeurs uniquement africains. C'est pour ça qu'il faut vraiment, je crois, encourager la coédition pour que les livres soient plus visibles, que les auteurs soient plus connus un peu partout dans le monde. Favoriser la collaboration entre les éditeurs africains et français est l'une des solutions aux problèmes de distribution. La coédition permet aux auteurs africains d'écouler leurs œuvres plus facilement, aussi bien en France que sur le continent. En Afrique, le faible nombre de librairies a un impact direct sur le prix du livre qui reste inaccessible pour la plupart. On dit que le livre coûte cher. Le livre coûte cher, ma foi, il coûte cher, et puis nos élèves et nos étudiants sont pauvres. Est-ce qu'on va se lancer dans une affaire comme celle-là, essayer d'aller vendre des produits chers à des gens qui sont pauvres? Je ne sais pas. Le stand du bassin de Congo veut montrer qu'il est possible pour le diffuseur de trouver la rentabilité dans les littératures africaines. Dans sa 3e année au Salon du Livre, il a déjà fait la promotion d'une centaine d'écrivains du continent. Pour cette 32e édition, il a mis sur place un prix littéraire destiné à couronner un auteur pour l'ensemble de son œuvre. Un prix attribué cette année à Ananda Devi des îles Maurice. Le parcours est très très difficile, donc je pense qu'il ne manque pas d'éditeurs en Afrique, c'est surtout au niveau de la distribution qu'il y a un manque. Et j'aimerais bien qu'un jour il y ait une politique culturelle commune du continent africain où on pourrait avoir vraiment des distributeurs de livres solides qui puissent faire passer tous ces livres qui sont écrits et publiés en Afrique. Ananda Devi, tout comme son confrère Alain Mabankou, 2e en lice, sont des exemples des auteurs africains qui ont réussi à l'étranger. Pour assurer la relève, les gouvernements africains ont aussi leur rôle à jouer pour accorder une véritable place à la littérature. Voilà, c'est la fin de cette édition. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Le procureur de la CPI a indiqué qu'il demanderait une peine proche du maximum contre l'ancien chef milicien congolais Thomas Lubanga. Luis Moreno Campo veut obtenir l'arrestation de son co-accusé dans la guerre civile en Ituri, Bosco Taganda, aujourd'hui général dans l'armée de la République démocratique du Congo. Bosco Taganda fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI depuis 2006. OCHA, Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, a estimé hier que plus de 195 000 personnes ont fui les combats qui opposent des rebelles Touaregs à des militaires maliens depuis mi-janvier dans le nord du pays. Les déplacés trouvent refuge essentiellement dans des camps en Mauritanie. Et puis nous avons parlé de la 32e édition du Salon du Livre de Paris. Il a ouvert ses portes aujourd'hui au public à la porte de Versailles avec 40 mètres carrés d'exposition, 500 stands, 1200 éditeurs et 200 000 visiteurs prévus. Le Japon est l'invité d'honneur du Salon du Livre de cette année.
Pour la 3e année consécutive, les hommes de lettres d'Afrique francophone se retrouveront dans cet espace de vitalité littéraire. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est demain, avec le JT du week-end. Et dès lundi, vous retrouverez Nidia Paliakara, 21h, pour une nouvelle édition. Tout de suite, votre revue de presse présentée par Gabriel Mbarga. Merci de votre fidélité, bon week-end et reposez-vous bien.